Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire, comme on a fait avec Platon, une petite présentation d'Aristote, une présentation rapide. Et il y a, comme pour Aristote, une présentation PowerPoint qui va suivre. Donc, c'est une présentation, une synthèse, un résumé rapide pour vous parler de la pensée d'Aristote. Pour commencer, qui est Aristote? C'est un élève, il est connu pour être l'élève de Platon, le meilleur élève de Platon qui fut. Donc, il a étudié avec Platon pendant de nombreuses années. Il est connu aussi pour avoir été le tuteur d'Alexandre le Grand. Donc, disons que c'est un être qui a, bien sûr, marqué l'histoire. C'est un des êtres qui a marqué le plus l'histoire aussi parce que c'est vraiment un des plus grands philosophes de l'histoire. Sa pensée, elle a eu une influence qui ne peut pas être mesurée dans la société occidentale, tellement que ses idées ont eu beaucoup d'influence. Okay? On dit par exemple d'Aristote qu'il est le père des sciences. Il est certainement, en tout cas, un pilier de la civilisation occidentale avec Platon, entre autres parce que des larges parties de notre droit lui sont redevables. La logique, toute la logique, c'est lui qui l'a découverte. Elle n'a à peu près pas été changée depuis. C'est celui aussi qui a pensé l'éthique en grande partie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, la vie en société, le langage. Il a été un grand métaphysicien, un grand aussi scientifique. C'est le père des sciences. Donc la biologie, on lui doit sa physique. Elle est encore enseignée à l'université dans des cours de physique, quoi. Donc, c'est une physique qui est assez intéressante, même si c'est pas la physique a évolué depuis. La physique d'Aristote, hein, c'est quand même lui qui a pensé toute la question de la matière et tout ça, de la science, et on va en voir un peu aujourd'hui de sa science. Qu'est-ce qu'il y a de commun avec Platon, si on veut partir du plus fondamental, c'est chose un petit peu dans la base de la philosophie, c'est que pour Aristote, le monde n'est pas issu d'un pur hasard, si on peut dire. Il y a à l'origine quelque chose comme un dieu, un être divin, qui est vivant, qui est une pure pensée, qui est éternel, qui est infini, qui est à l'origine de l'être et qui est le bien. Donc ça aussi, on a ça chez Platon. Et dans les deux cas, contempler cet être, ça l'équivaut à la béatitude absolue. Donc, on a quelque chose comme des gens qui croient à une sorte de divinité. Autre élément, le sens de la vie, pour Aristote, c'est le bonheur. Maintenant, il n'a pas la même définition, la même conception du bonheur, on va le voir. Dans les deux cas, Platon et Aristote, il faut vivre en accord avec sa nature pour être heureux. Maintenant, on va voir malgré certains points communs, par exemple, dans les deux cas, Platon et Aristote considèrent que l'homme est essentiellement libre et donc qu'il doit apprendre à se gouverner lui-même et qu'il est un être de raison, donc il se gouverne lui-même par sa raison. Aristote est un réaliste. Et là, on arrive dans les choses qui distinguent Platon et Aristote, si on peut dire. Platon est un idéaliste, donc il pense les grandes idées, il se demande comment les choses devraient être, les modèles éternels à la base de toute chose, ce sont ses idées. Bon. Maintenant, Aristote, c'est un réaliste, donc il regarde les faits. C'est le père des sciences, il s'intéresse à la réalité telle qu'elle apparaît, ce qui lui amène à des thèses un peu différentes de son maître Platon. De même que Platon s'intéressait beaucoup à la mathématique. Hein. Pour étudier avec Platon, il fallait connaître la mathématique. Et même encore aujourd'hui, pour comprendre Platon, il faut un peu comprendre la mathématique parce qu'on comprend l'intelligible en commençant par comprendre les mathématiques. Et par exemple, si on veut comprendre la justice, il faut comprendre un peu les mathématiques, hein, la répartition, etc. Puis, en haut des mathématiques, la mathématisation de la justice, il y a une idée de la justice qu'il faut comprendre. Donc, c'est de la pensée très abstraite. Et chez Platon, donc, la mathématique, elle est stable. Et l'être est stable, et c'est ce qui demeure. Okay? Pour Aristote, lui, disons, la connaissance qui est à la base de sa philosophie, ce ne sera pas la mathématique, mais la biologie. Donc, comprendre l'être, c'est comprendre le vivant. Et donc, on voit déjà que lui, il ne veut pas comprendre tant l'être stable, ce qui est stable et qui explique le changement, la régularité, ce qui est toujours le même et qui explique les différents changements dans le monde, mais il veut comprendre le changement lui-même. Et l'être, pour Aristote, c'est un être en devenir, toujours, comme l'être humain. Simon Baudouin, c'est un être en devenir. On ne peut pas comprendre l'être humain sans comprendre le fait qu'il naît, il croît et il meurt. Okay?
Et donc, pour lui, pour Aristote, ce qui importe, c'est le déploiement de l'énergie vitale dans, disons, on pourrait dire, un être particulier. Je vous ai amené deux petites choses ici pour expliquer. Qu'est-ce qui est, chez Aristote, ce n'est pas d'abord les idées ou les maths, ce sont les substances. Bon, il y a une substance ultime qui est Dieu, mais ça, on laisse ça pour plus tard. Ça ici, c'est une substance naturelle. Vous voyez, c'est un gland de chêne. Ça aussi, c'est une substance naturelle, c'est une pomme. OK? Ici, vous avez une substance artificielle, c'est une bouteille. Toutes les substances, sauf Dieu, sont formées d'une forme et d'une matière. La matière, c'est ce qui fait que cette pomme-là est une pomme. Mais si on, il y a plus, toutes les pommes, dans toutes les pommes, la matière est organisée pas mal de la même façon. OK? Une pomme, c'est une matière qui est organisée de façon particulière. OK? Pas juste dans son apparence. OK? Comme vous savez peut-être que pour l'être humain, nous, les êtres humains, notre matière, elle ressemble beaucoup à la matière, nos atomes, là, en proportion à ce qu'on retrouve dans une banane. Disons. Mais on n'est pas des bananes. Pourquoi on n'est pas des bananes? Bien, parce que notre matière est organisée totalement différemment, ce qui nous donne un autre potentiel. Donc, toute substance a une forme, une matière. On va voir les définitions plus claires, mais là, je vous donne, disons, des exemples. Qu'est-ce que là, on va... Ça aussi, hein, la matière est organisée de façon telle à ce qu'on puisse boire dans la bouteille. On va parler là des substances naturelles, comme nous, les êtres humains. Okay? Les substances naturelles, pour les comprendre, il faut comprendre qu'ils sont toujours dans un processus de devenir. Donc, une pomme, qu'est-ce que c'est? Bien, ça vient d'un pommier. Qu'est-ce que le pommier? Le pommier, c'est que là-dedans, il y a des petits grains qui tombent en terre. Et là, les grains, ils se déploient, ils créent un pommier. Le pommier crée des pommes. C'est ça, un pommier. C'est ça, une pomme. Comprendre une pomme, c'est comprendre le processus qui crée la pomme. Puis pourquoi elle est là, la pomme? Hein? Et les pommiers ne créent que des pommes, ils ne créent pas des chênes. Okay? Ce gland-là de chêne, ce n'est pas un chêne. Hein? C'est un chêne en potentiel. Si on le met dans des bonnes conditions, il va se réaliser en tant que chêne. Et là, on a deux autres concepts. On a eu forme-matière, une forme matière là-dedans. Maintenant, acte-puissance. Acte-puissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il y a un potentiel de chêne. Mais c'est pas un chêne encore. Si on le met en terre, ça va devenir un chêne. Donc, le gland va se déployer et il va créer un chêne. Et ça, c'est l'être en acte. Et pour Aristote, il y a plus d'être dans l'acte que dans la puissance. Le chêne qui est mature est davantage un chêne que le chêne en puissance qu'il y a dans ce gland. Okay? Comme l'être humain, un embryon, c'est un être humain en puissance. Si on le laisse se déployer, il va se déployer correctement. Qu'est-ce que c'est maintenant se déployer notre nature? Qu'est-ce que c'est notre nature? Bien, notre nature, c'est un processus de réalisation, d'actualisation, une tendance à s'auto-réaliser. Très populaire en psychologie humaniste, en passant, cette idée-là de la tendance à l'auto-réalisation de soi. Et donc, pour être heureux, pour vivre en accord avec notre nature, il va falloir qu'on laisse cette nature-là se déployer, se réaliser, s'actualiser. Donc, toute la question de l'actualisation de soi, bien, c'est l'actualisation de notre nature. On est avec une nature et on doit la laisser se déployer, se réaliser, déployer notre potentiel, réaliser notre potentiel. Et c'est ça qui va être la source du sens de la vie et du bonheur humain. C'est-à-dire que l'homme, sa vie a un sens lorsque sa nature se réalise dans son action. Quelle est cette nature-là? Quelle est la nature humaine? Bon, c'est sûr qu'Aristote, il est très sensible à la diversité, d'une certaine façon. Donc, il sait que ma nature, à moi, elle n'est pas nécessairement la nature exactement identique à la nature d'un autre être, comme, mettons, à la vôtre. Et on ne va pas non plus se réaliser exactement dans les mêmes choses. Mais il y a des choses quand même de communes. Je veux dire, je ne me réalise pas comme une pomme, n'est-ce pas? Et vous non plus, il y a quelque chose de commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est que nous sommes des êtres de raison. Okay? Nous avons certainement une âme dite végétative, selon Aristote, c'est-à-dire qu'on croit, on dort, on grandit, là, comme tout être vivant. On a une âme sensitive, on est capable de ressentir du plaisir, de la douleur, on a tendance à rechercher le plaisir, évidemment, puis à fuir la douleur, comme les animaux. Mais on a en plus une âme rationnelle. Et si on veut vraiment s'actualiser, il va falloir qu'on actualise notre âme rationnelle. Et notre âme rationnelle, comment est-ce qu'elle se réalise? Elle se réalise de deux façons, dans la liberté et dans la compréhension. Okay? Le bonheur, c'est la réalisation de soi. Tout ce qui va permettre la réalisation de soi dans l'action va être favorable au bonheur.
Donc, les biens externes, dont on a parlé un peu plus tôt dans le cours, la richesse, la beauté, les honneurs, le travail, mettons la fonction sociale, etc., ça l'aide à l'actualisation de soi, donc ça l'aide au bonheur. Mais le bonheur lui-même, c'est de vivre de façon rationnelle. Il y a deux façons là, que la raison peut se réaliser. La première, c'est dans la compréhension, en faisant de la science, en déployant notre intelligence, en comprenant le monde alentour de nous. Mais c'est pas tout le monde qui a cette tendance-là, qui veut comprendre, qui veut faire de la science, qui veut faire de la mathématique, qui veut faire de la philosophie, qui veut comprendre la métaphysique, puis ultimement, qui est faite pour contempler l'œuvre de Dieu dans sa compréhension. Pas tout le monde. Il y a des gens qui se réalisent autrement. Qu'est-ce qui est universel dans le bonheur? Tout le monde pourrait être heureux. C'est d'agir de façon rationnelle. L'action rationnelle. Et ça a trois conditions, trois grandes conditions du bonheur pour Aristote et du sens de la vie. La première, c'est ce qu'on appelle la praxis. C'est une sorte d'action longue et cohérente. On a vu ça quand on a parlé du sens de la vie. Quand on veut déployer notre potentiel, on veut se réaliser, il faut être cohérent. Si on a des buts, il faut prendre les moyens pour les réaliser. Il faut qu'on aille de la cohérence pour réussir dans notre action. Si vous voulez réussir vos études, il faut qu'il y ait de la cohérence entre chacune de vos actions pour que vous parveniez à la réussite. Puis, dans le perfectionnement de soi aussi, c'est comme ça. Je veux dire, si vous voulez développer des qualités en dedans de vous, vous voulez devenir un bon musicien, écoutez, là, vous devez faire plusieurs actions, puis il faut que ça soit cohérent les unes avec les autres, puis à un moment donné, vous allez vous déployer, vous allez déployer vos capacités, puis ça, ça va vous rendre heureux. On va voir ça un peu plus tard, plus en détail avec les PowerPoint. Deuxième condition, pratique de la vertu. Pratique de la vertu, 4 vertus cardinales, encore les mêmes. La tempérance, le courage, la justice, la sagesse. Agir de façon rationnelle, pour Aristote, c'est agir de façon vertueuse. C'est-à-dire, mettons, agir de façon sage, agir de façon courageuse, savoir qu'est-ce qu'on doit craindre, etc. Et la troisième condition, c'est le bonheur. L'homme est un être social, l'homme est un être qui a besoin de relations autrui. Donc, l'action rationnelle, c'est l'action en communauté, et la plus belle des relations, c'est l'amitié. Donc, pour Aristote, 3 grandes conditions pour que notre vie ait du sens, que notre vie soit cohérente, nos actions soient longues et rationnelles, et qu'elle vise le bonheur. Que notre action soit l'expression, la pratique de la vertu, qu'on pratique la vertu, les 4 vertus cardinales, et que nous développions des amitiés. C'est ce qu'on va développer dans le prochain cours avec des PowerPoint, avec des définitions, mais ça fait la synthèse d'Aristote. Sur ce, je vous dis merci, à la prochaine.